Nous sommes réunis ce matin pour procéder à l'examen des conclusions de la mission d'information sur les systèmes d'armes létaux autonomes, les SALA, avec comme co-rapporteurs Fabien Goutfard et Claude Deganay. Une mission, vous vous souvenez sans doute, qui avait été créée en octobre 2019. L'émergence des robots tueurs suscite nombre de peurs et de fantasmes dans la société, ce qui a conduit la ministre des Armées à déclarer, à l'occasion de son discours sur l'intelligence artificielle de défense en avril 2019, que Terminator ne défilera pas sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Aujourd'hui, nous comptons donc sur nos deux rapporteurs pour nous éclairer sur cette question épineuse aux confins des développements de l'intelligence artificielle de défense, nous aider à faire la distinction entre le mythe et la réalité, nous en présenter les enjeux éthiques et juridiques. Avant de leur laisser la parole, je tiens à les remercier d'avoir réussi à présenter leur travail avant l'été, alors que leurs travaux ont évidemment été perturbés par les mesures de confinement mises en place pour endiguer la propagation de l'épidémie du Covid-19. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole dans un premier temps à Fabien Goutfard, puis à Claude Deganay, et nous engagerons le débat comme d'habitude. Sans tarder, mes chers collègues, au travail. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, très heureux de vous retrouver ce matin pour vous présenter notre rapport sur les systèmes d'armes létaux autonomes. On doit vous avouer que lorsque nous avons débuté nos travaux, Claude Deganay et moi avons parfois été confrontés à un certain scepticisme de la part de plusieurs de nos interlocuteurs. Au fond, pourquoi travailler sur un objet, les systèmes d'armes létaux autonomes, inexistants à ce jour, et qui pourraient même ne jamais voir le jour, nous disait-on d'un côté, et dans le même temps, dans un enthousiasme diamétralement contraire, d'autres relevaient l'importance de se pencher sur cette question, les SALA, étant considérés par certains comme la marque d'une troisième révolution dans l'histoire des systèmes d'armes, après l'invention de la poudre à canon et celle de l'arme atomique. Loin de nous déconcerter, cette contradiction a au contraire conforté notre envie de creuser davantage le sujet. Et d'ailleurs, plusieurs raisons justifient, selon nous, que la représentation nationale s'intéresse à cette question. Alors, premièrement, nous ne pouvons ignorer les inquiétudes d'une partie de la société quant au renforcement de la robotisation du champ de bataille, cristallisée autour de la question des robots tueurs. Deuxièmement, si l'image des robots tueurs façon Terminator est sensationnaliste et médiatique, elle nourrit nombre de fantasmes et de craintes irrationnelles. Pourtant, le débat mérite une approche aussi objective et rationnelle que possible. Troisièmement, le renforcement de l'autonomie des systèmes d'armes permis par les spectaculaires progrès en intelligence artificielle réalisés ces dernières années interroge notre rapport à la guerre et, ce faisant, les grands principes du droit international des conflits. Quatrièmement, des discussions internationales se tiennent à Genève depuis 7 ans sur les SALA, presque dans l'indifférence générale, alors que la France y joue un rôle moteur et a remporté de notables succès diplomatiques. Cinquièmement, enfin, la recherche du toujours plus d'autonomie fait l'objet d'une nouvelle course aux armements, à même de recomposer le paysage stratégique et la France et l'Europe ne doivent pas rester en dehors de cette nouvelle bataille. Nous reviendrons en détail sur chacun de ces points qui constituent la trame de notre rapport. Pour mener à bien nos travaux, nous avons entendu bien évidemment les principaux acteurs institutionnels français et internationaux engagés dans le cadre des négociations internationales sur les SALA, mais également des chercheurs en sciences humaines et en robotique, des représentants des états-majors et des acteurs institutionnels, des juristes, des philosophes, des ingénieurs et des représentants des grandes organisations non gouvernementales internationales. Et ce regard panoptique nous semblait nécessaire pour aborder un sujet qui touche en fait à l'humanisme et à la place de l'homme face à la machine. Nous sommes également rendus à Washington
afin d'échanger avec des représentants du Pentagone et du département d'État, mais également nos homologues ainsi que des chercheurs et les responsables de la campagne internationale To Stop Killer Robots. Accent. Yes. À Bruxelles, sans accent, nous avons notamment rencontré les équipes de Joseph Borrell. Et si le confinement a eu raison de notre projet de déplacement à Genève, nous avons quand même auditionné en visioconférence notre ambassadeur auprès de la conférence du désarmement et les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, gardien du temple et du droit international humanitaire, le DIH. Ce large tour d'horizon nous a permis de mieux comprendre les enjeux d'une question qui, à elle seule, illustre les problématiques de l'intelligence artificielle de défense. Avant d'aller plus loin, il nous paraît essentiel de rappeler que notre rapport ne porte pas sur l'intelligence artificielle de défense dans son ensemble, puisque d'ailleurs notre commission a déjà abordé cette question dans le cadre du rapport de nos collègues Olivier Becht et Thomas Gassilou sur la numérisation des armées. Et le ministère a publié en septembre dernier une stratégie ambitieuse en la matière. Les développements de l'intelligence artificielle sont bien entendu consubstantiels de la crainte de voir les Salas envahir le champ de bataille, mais c'est à ces seuls objets que nous avons tenu à circonscrire nos travaux, conformément bien évidemment au mandat qui nous a été donné par notre commission. Venons-en donc au cœur de notre sujet. Les premières questions qui se posent sont d'apparence plutôt simples. Qu'est-ce qu'un Salas ? De quoi parle-t-on ? Y répondre n'est pas aussi aisé que l'on pourrait le penser. Les Salas font en effet l'objet d'un affrontement sémantique assez marqué, auquel prennent part les États, bien sûr, mais également un certain nombre d'acteurs de la société civile, qu'il s'agisse du CICR et des grandes organisations non gouvernementales. Si le critère de létalité ne semble pas, au fond, ne fait pas réellement débat, pour être qualifié de Salas, un système d'armes doit être doté de la capacité de tuer. Le point principal d'achoppement porte sur l'autonomie des dits systèmes d'armes. L'autonomie peut d'abord être entendue comme la capacité d'un système à se fixer ses propres règles. Du moins, telle est la définition qu'une rapide étude étymologique nous invite à retenir. L'autonomie est en effet issue du grec autos, soi-même, et nomos, loi. En ce sens, l'autonomie est nécessairement pleine ou entière. C'est cette définition que retiennent la plupart des grandes puissances militaires, dont la France. Toutefois, certaines voix adoptent une définition plus extensive de l'autonomie, plus proche en fait de la notion d'autonomisation. Pour les partisans de cette approche, un système serait autonome dès lors qu'il le serait partiellement. C'est la position défendue par certains États ainsi que par une large part de la société civile. Dans ce cadre, pour eux, les drones peuvent ainsi être considérés comme des systèmes d'armes létaux autonomes. Au terme de nos travaux, nous pensons qu'il faut mieux distinguer les choses. En effet, ainsi que plusieurs de nos interlocuteurs nous y ont invités, nous sommes convaincus de la nécessité de ne pas aborder l'autonomie de manière monolithique. L'autonomie doit être ainsi appréhendée comme un continuum composé de plusieurs stades, de plusieurs briques. On retrouve ainsi les distinctions classiques entre des notions bien connues, l'homme dans la boucle, sous-entendu de décision, la boucle de décision, l'homme sur la boucle et l'homme hors de la boucle. De manière plus fine, certains chercheurs proposent de distinguer différents niveaux d'autonomie allant des systèmes téléopérés ou répliquant l'action d'un opérateur à des systèmes semi-autonomes, c'est-à-dire dotés de capacités d'autonomie pour certaines fonctions, jusqu'à enfin la pleine autonomie. Monsieur Berthier, qui est chercheur donc au centre de recherche de l'école de Saint-Cyr, a ainsi bâti une grille de lecture composée de 6 niveaux allant de LO, L0, système téléopéré, à L5, pleinement autonome. Du fait de ces différentes approches, des systèmes autonomes et des systèmes automatisés sont parfois confondus. Et certains tentent donc d'intégrer des armes existantes, certains missiles ou des drones, dans le champ des Salas. La confusion tient également au fait que la recherche de l'autonomie des systèmes d'armes est ancienne et que les industriels, comme les forces elles-mêmes, ont pu contribuer à l'entretenir. Pensons simplement au fait que l'acronyme du missile SCALP, bien connu dans nos forces, signifie système de croisière conventionnel autonome à longue portée. De notre point de vue, il convient clairement d'affirmer que si l'autonomie doit être appréhendée comme un continuum, ne doivent pas être considérés comme des Salas l'ensemble des systèmes d'armes létaux dotés d'autonomie,
mais simplement ceux pleinement autonomes. En d'autres termes, un SALA, c'est un système d'armes capable de choisir et d'engager seul une cible sans intervention humaine et dans un environnement changeant. Un système dont l'humain ne peut reprendre le contrôle qu'en procédant à la destruction physique. Dans ces conditions, il ne fait guère de doute que les SALA n'existent pas aujourd'hui. Les systèmes d'armes présentés comme tels, à l'instar par exemple des plateformes SGR A1 développées en Corée du Sud par Samsung Tech et déployées de manière opérationnelle sur la frontière entre les deux Corées, certains d'entre vous ont peut-être vu des reportages sur cette machine, ou même le dôme de fer, l'Iron Dome israélien qui protège le ciel de Tel Aviv, ne s'apparentent qu'à des systèmes automatisés, programmés, conçus pour répondre à un seul type de menace. En revanche, d'un point de vue strictement technologique, de tels systèmes pourraient voir le jour grâce aux récents progrès de l'intelligence artificielle et de son application aux systèmes de défense. Sans revenir en détail sur l'histoire de l'intelligence artificielle, ni ses récents développements, quelques rappels nous semblent nécessaires afin d'appréhender le débat sur les SALA. L'intelligence artificielle n'est pas un concept nouveau. Elle a connu ses premières heures de gloire en 1956, lorsque un collège d'experts en mathématiques réunis sur le campus de l'université américaine de Dartmouth s'est fixé pour objectif d'imiter la cognition humaine avec des machines. De manière schématique, il est possible d'identifier deux générations de technologies au sein de ce centre de recherche. Dans un premier temps, les technologies employées sont entièrement programmées. Il s'agit de systèmes experts, également appelés systèmes machines, qui ont donné naissance aux armements actuellement utilisés. Cette première génération de l'intelligence artificielle repose sur des technologies informatiques relativement classiques et des applications modélisées, programmées et complètement prédictives. Par exemple, les missiles de croisière sont programmés en amont et les acteurs opérationnels disposent d'une expertise technique leur permettant de maîtriser ces instruments. Puis dans un second temps, les systèmes d'apprentissage, machine learning, conçus il y a plusieurs décennies, ont connu un renouveau grâce aux progrès réalisés dans les domaines des capacités de calcul, du traitement des données massives, le big data, et des algorithmes fonctionnant à partir de réseaux de neurones profonds. Les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de confier à une machine la réalisation de fonctions dites cognitives, telles la reconnaissance, la classification, l'apprentissage et la décision. L'approfondissement de ces systèmes permettra de franchir les prochains paliers vers l'apparition d'armes totalement autonomes. Le CICR considère d'ailleurs que le passage d'un système d'armes automatisé à un système d'armes autonome signifiera deux choses: une capacité d'apprentissage et d'adaptation et une intelligence artificielle. Si la conception et le développement d'armes létales totalement autonomes est donc technologiquement envisageable, comme nous l'avions souligné, leur emploi opérationnel l'est beaucoup moins. Ainsi que nous l'ont rappelé la plupart de nos interlocuteurs, tout système d'armes, qui plus est létal, doit s'intégrer dans une chaîne de commandement dont le respect est consubstantiel aux armées. Le chef militaire se doit donc de pouvoir reprendre la main sur une machine à tout moment afin de lui donner de nouveaux ordres, d'annuler des ordres précédents ou encore de fixer de nouvelles règles opérationnelles. Il y a là une règle fondamentale de l'engagement militaire. Et s'il est envisageable que le chef militaire puisse déléguer à une machine une partie de la conduite de la mission, conformément aux ordres établis, en aucun cas la décision de tir ne pourrait être confiée à un système autonome. Le chef militaire serait alors dans l'impossibilité d'évaluer la menace et de mettre en balance sa connaissance du milieu et des règles d'engagement, ainsi que de la situation tactique d'ensemble. Le développement des SALA est ainsi associé à une perte de contrôle, alors même que le chef militaire engage sa responsabilité en donnant l'ordre de tirer. Certains de nos interlocuteurs ont ainsi résumé le débat de manière lapidaire. Pour les armées, françaises comme étrangères, c'est en somme ni Rambo, ni Terminator. Ni Rambo, cet humain sans aucune règle opérationnelle d'engagement, laissé à lui-même, ni Terminator, un robot humanoïde, lui aussi totalement autonome. C'est d'ailleurs pour cette raison que nombre de spécialistes estiment que les SALA n'existeront jamais. Alors, si les SALA n'existent pas et n'existeront jamais, pourquoi s'y intéresser? Les choses sont évidemment plus complexes. D'abord, si les SALA constituent le stade ultime de l'autonomisation des systèmes d'armes, l'inclusion progressive de segments autonomes dans les systèmes suscite à elle seule des interrogations d'ordre philosophique
éthique, sociale et juridique. L'émergence de l'autonomie dans les systèmes d'armes et son renforcement progressif s'accompagnent d'une modification de la place de l'humain dans les combats. Après des siècles d'affrontements où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines, selon l'expression bien connue de M. Jacques Chirac. Eh oui, une belle référence. Ensuite, la quête de l'autonomie des systèmes d'armes est indissociable de l'essor de l'intelligence artificielle de défense qui fait l'objet d'une compétition mondiale marquée. Il est donc indispensable de veiller à ce que le débat sur les SALA ne parasite pas les efforts engagés en faveur de l'intelligence artificielle de défense, au risque d'un triple déclassement technologique, industriel et stratégique. Revenons d'abord sur les implications éthiques et juridiques de l'éventuel développement des SALA. Du point de vue éthique, plusieurs questions fondamentales se posent. En premier lieu, celle de la délégation à une machine de la décision de tirer pour tuer. D'aucuns considèrent qu'un tel transfert touche directement au principe de dignité humaine. En deuxième lieu, alors que la décision fait appel à la morale, vouloir faire des SALA des sujets moraux, les humaniser en somme, supposerait de transcrire en algorithme les principes moraux et les jugements subjectifs sur lesquels ils se fondent, ce qui est très difficile, voire impossible. En troisième lieu, l'intelligence artificielle comporte toujours une part d'ombre, la fameuse boîte noire de l'intelligence artificielle qui empêche l'opérateur de reconstituer le processus de prise de décision de la machine. Rappelons à ce titre que le système d'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go a effectué 17 mouvements que ses programmateurs ne pouvaient pas expliquer. Une telle situation pose de sérieuses difficultés dès lors qu'il serait envisagé de déléguer à une IA la décision de tirer pour tuer. En quatrième lieu, les techniques d'apprentissage présentent des risques de biais involontaires, en particulier lorsque les données d'apprentissage ne sont pas représentatives, citant ainsi l'exemple d'un biais ethnique dans les données de population. De manière générale, le renforcement de l'autonomie des systèmes d'art bouscule la place de l'homme dans la guerre. En heurtant ainsi directement la question de déshumanisation du champ de bataille, la question des SALA percute directement les grands principes du droit international des conflits. Ainsi, au-delà des questionnements éthiques, ce sont les conséquences juridiques du développement et de l'emploi des SALA qu'il convient d'interroger. Dans le cadre de nos travaux, nous avons retenu une définition large du droit international des conflits, intégrant à la fois le droit international humanitaire, droit de Genève et droit de la Haye, et le droit de la maîtrise des armements. Nous ne reviendrons pas en détail ici sur ces deux grands champs du droit international public, mais pourrons répondre à vos éventuelles questions si vous en avez. De manière schématique, le droit international humanitaire est constitué d'un ensemble de règles applicables dans les situations de conflits armés et visant à limiter les effets de ces derniers. Son objectif est de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus au combat et d'encadrer les moyens et les méthodes de la guerre. Et le DIH repose sur 5 grands principes, unanimement acceptés sur la scène internationale: principe de distinction, civil combattant, principe d'humanité, principe de discrimination, principe de proportionnalité et principe d'interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles. Ces principes sont déjà parfois mis à mal par des combattants humains contemporains. En outre, certains considèrent que l'amélioration des techniques de guerre permet de mieux les appliquer grâce, par exemple, à une meilleure précision. Toutefois, le respect de ces principes par des machines pose de sérieuses questions. Plus largement, c'est la capacité à engager la responsabilité d'une machine qui pose question. C'est à l'aune de ces questions que doit être envisagé le débat international sur la régulation des SALA et leur potentielle interdiction. À ce jour, les SALA ne sont pas spécifiquement encadrés par des règles spécifiques du droit de la maîtrise des armements. C'est pourquoi des discussions ont été engagées à Genève dès 2013 et à l'initiative de la France, dans le cadre de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980, plus connue sous le simple nom de Convention sur certaines armes classiques, la CCAC. Après une première phase de réunion informelle, un groupe d'experts gouvernementaux, CGE, a été mandaté en 2017 afin de définir et d'encadrer les SALA. D'aucuns considèrent qu'une telle évolution constitue une avancée majeure, puisque certains pays, à l'instar de la Russie ou des États-Unis, refusaient jusqu'alors de discuter des SALA de manière formelle. Pour la France, ce premier succès diplomatique, et c'est important, a été conforté à l'automne dernier,
avec l'adoption de 11 principes directeurs sur les technologies émergentes dans le domaine des SALA, que d'ailleurs nous pourrons vous distribuer après cette intervention. De l'avis de nombre de commentateurs, il s'agit d'un grand pas en avant qui pourrait constituer la base d'un traité international. Pour l'heure, les discussions sont suspendues. La réunion du GGE prévue en juin 2020 ayant été annulée puis reportée en août avant la prochaine étape majeure, la conférence d'examen de la CCAC prévue en 2021. Et donc nous nous félicitons bien évidemment du rôle majeur joué par la France dans cette enceinte, appuyé par l'Allemagne dès 2014 dans le débat international sur les SALA. Toutefois, il nous faut à ce stade apporter quelques précisions, voire des mises en garde. Premièrement, les discussions internationales apparaissent relativement tendues et opposent plusieurs groupes de pays. Un groupe de pays dit désarmeurs, un groupe réunissant les États-Unis et leurs proches, très réticents à tout engagement en faveur de l'établissement d'un quelconque cadre dans le domaine des SALA, et enfin un groupe modéré, animé par la France, l'Allemagne, dans lequel on retrouve notamment le Japon et le Royaume-Uni, par exemple. La Russie et la Chine occupent quant à elles des places spécifiques, avec des positions changeantes, peu cohérentes, si ce n'est par leur rejet de tout cadre contraignant, empêchant la poursuite des recherches dans le domaine de l'autonomie. En deuxième lieu, les discussions internationales font l'objet d'une vive attention de la part de la société civile, et en particulier des membres de la campagne, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, Stop Killer Robots, Claude en parlait, comme Human Rights Watch, Handicap International ou Amnesty. Proches des États dits désarmeurs, ces acteurs jugent les travaux de la CCAC trop timides et militent pour la mise en place d'un processus ad hoc. À nos yeux, c'est bien dans le cadre multilatéral de la CCAC que doivent se poursuivre les discussions, car il s'agit de l'unique moyen d'associer les grandes puissances militaires que sont les États-Unis, la Russie, la Chine. En outre, nous estimons qu'il serait fort dommageable de stopper un processus qui a porté ses premiers fruits, alors qu'un accord international semble à portée de main dans le cadre de cette instance qui est rattachée à l'ONU, comme nous le rappelons. Nous soutenons en cela pleinement la position franco-allemande qui vise à aboutir à un fort engagement politique assorti d'une procédure régulière d'examen des développements technologiques réalisés par chaque pays. Si nous estimons qu'il est nécessaire de poursuivre les discussions au sein de la CCAC, c'est aussi car nous craignons que les débats sur les SALA ne viennent parasiter les efforts entrepris par la France et l'Europe en matière d'intelligence artificielle de défense, conduisant de fait à notre déclassement stratégique. Le développement des systèmes de plus en plus autonomes est en effet inéluctable. Dès à présent, les machines se montrent plus réactives que l'humain et plus précises dans l'exercice de certaines fonctions. Un homme réagit en quelques secondes, la machine en quelques millisecondes, voire moins. Un tireur humain qui bouge, respire et tremble est moins précis qu'une machine qui ne bouge pas, ne respire pas et ne tremble pas. La machine est capable d'opérer avec constance sur des temps très longs, voire 24 heures sur 24, là où l'homme est limité par la fatigue et l'inattention. Ainsi, en 2016, le colonel Jen Lee, formateur au sein de l'US Air Force, a perdu tous les combats aériens qu'il a menés en simulation face à Alpha, un programme informatique doté d'intelligence artificielle. Nous ne reviendrons pas ici sur les bénéfices opérationnels tant offensifs que défensifs que porte entre elles l'intelligence artificielle de défense et, ce faisant, l'autonomie plus poussée des systèmes d'armes. Rappelons simplement que nous sommes à l'aube de l'hyperwar, théorisé l'an dernier par le général américain John Allen. L'essor de cette hyperguerre participera à la recomposition du paysage stratégique selon deux dynamiques. D'abord, une montée en puissance continue de la Chine. Ensuite, la capacité soudaine de puissances plus modestes, comme des acteurs non étatiques, tels les groupes terroristes, de développer des technologies de haut niveau. C'est d'ailleurs ce qui explique que l'autonomie des systèmes d'armes se trouve au cœur d'une nouvelle course aux armements. Nous n'avons pas le temps de passer en revue ici l'ensemble des stratégies conduites par tel ou tel État. Nous notons simplement que les États-Unis, la Chine et la Russie se trouvent en avance, tant d'un point de vue technologique qu'opérationnel. À titre d'exemple, les États-Unis développent depuis plusieurs années des systèmes autonomes, à l'instar du bâtiment Sea Hunter, que vous voyez sur les écrans, navire autonome transocéanique de 60 mètres, dédié à la lutte sous-marine et capable de naviguer dans les eaux internationales en s'adaptant de manière autonome aux règles de navigation en vigueur. La Chine, quant à elle, semble en passe de se substituer à la Russie comme premier compétiteur des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle.
La Chine a notamment présenté un sous-marin autonome, HSU-001, que vous voyez aussi aux écrans, de relative petite taille qui lui permettrait de mailler les océans. Ces deux puissances ont pour particularité de pouvoir s'appuyer sur une industrie civile du numérique robuste et à la pointe de la recherche technologique. La Russie n'est pas en reste. Elle se démarque par sa résolution à tester sans tarder des systèmes plus automatisés qu'autonomes sur le terrain, en opération, afin de recueillir des retours d'expérience rapides, lui permettant de compenser de moindres capacités d'investissement. Parmi les différents projets initiés par la Russie, la plateforme russe Marker fonctionne en mode follow the leader et est équipée de drones dits kamikazes. En d'autres termes, le petit char qui accompagne le soldat le suit et réplique l'usage que le soldat fait du feu. Le soldat tire, le robot tire vers la même cible. Ce système existe déjà, a été approuvé et devrait être intégré aux unités russes dès 2021. Selon nos informations, il a été testé en Syrie dans les opérations de lutte contre des poches islamistes. Dans ce contexte, la France et l'Europe ne peuvent demeurer sans agir. Vous le savez, mes chers collègues, nous disposons de nombreux atouts, des chercheurs et des instituts de recherche de renommée mondiale, une industrie de défense robuste et éprouvée. De même, nous avons engagé un travail important en faveur de l'intelligence artificielle de défense. Au-delà de nos stratégies nationales adoptées en septembre dernier, nombre de nos partenaires se sont engagés en faveur du développement de l'intelligence artificielle de défense et la Grande Direction générale de la défense, de l'industrie et de l'espace de la Commission européenne s'est également saisie de ce sujet. Toutefois, il nous faut aller plus loin et veiller à ce que le débat sur les SALA ne parasite pas les efforts. Au niveau national, nous préconisons d'abord d'accroître nos efforts de recherche et d'améliorer les relations entre laboratoires et les acteurs industriels. Et il s'agit d'une vieille ancienne qui ne concerne d'ailleurs pas que le domaine de la défense. Nous pensons également nécessaire d'investir 2 domaines scientifiques stratégiques pour éviter le décrochage technologique. En amont, les systèmes de collecte et de traitement de données, et en aval, la modélisation et l'évolution des algorithmes d'apprentissage. Deuxièmement, il nous faut également veiller à mieux accompagner le développement des pépites nationales du secteur de la robotique qui font l'objet d'appétits voraces de la part de nos compétiteurs. Troisièmement, l'éventualité de voir des puissances étrangères développer des systèmes autonomes ne respectant pas les principes du droit international humanitaire ne peut être écartée. Cela doit nous inciter à maintenir nos efforts de veille et de recherche en matière d'intelligence artificielle afin d'apprécier au mieux les performances des autres puissances, d'imaginer des scénarios de conflits crédibles et d'adapter nos systèmes de défense à l'instar de ce que fait la DGA, ce qu'elle réalise dans le domaine de la défense, NRBC. Au niveau européen, il nous faut avancer dans 2 directions. D'abord, parvenir à adopter une position européenne commune sur ce sujet comme sur bien d'autres, vous le savez, qui nous permettra de ne pas avancer en ordre dispersé sur la scène internationale et de demeurer capable de rivaliser face au trio composé des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3 groupes de pays au sein de la CCAC. Les pays européens se dispersent au sein de ces 3 groupes, justement. Rappelons à ce sujet que le Parlement européen a adopté en septembre 2018 une résolution plutôt restrictive sur la question des SALA. Ensuite, alors que les contours réglementaires du Fonds européen de défense sont encore en discussion, il convient de veiller à ce que la question des SALA ne nous empêche pas de conduire des activités de recherche dans le domaine de l'autonomie des systèmes d'armes. En l'état, la rédaction de l'article 7 du projet de règlement respecte cet objectif, mais il convient absolument de demeurer vigilant sur cet aspect. En conclusion, nous rappellerons simplement que si nul ne peut nier que la robotique sera amenée à jouer un plus grand rôle sur les théâtres d'opération, c'est d'ailleurs déjà le cas en partie, cela ne signifie pas que l'on assistera à l'émergence de Terminator. La France s'oppose farouchement au développement de SALA, entendus comme des armes pleinement autonomes, et nous ne pouvons que soutenir cette position. Il nous faut toutefois demeurer pragmatiques et ne pas nous lier les mains en nous interdisant de conduire les projets de recherche en matière de robotique et d'autonomie. Il en va du maintien de la position stratégique de la France et de l'Europe sur la scène internationale. Nous vous proposerons d'ailleurs de vous joindre à nous
chers collègues, en vue du dépôt sur le bureau de notre Assemblée d'une proposition de résolution en ce sens, qui synthétise ces préconisations. Voilà, chers collègues, ce que nous retenons de nos travaux. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez. Merci beaucoup pour votre attention. Et Madame la Présidente, à ce stade, je voulais en profiter bien évidemment pour remercier mon co-rapporteur Claude Gannet pour le travail que nous avons fait ensemble et son éternelle bonne humeur. Et avec toi, j'imagine, notre rapporteur Pierre-Nicolas Guédon, assisté par Jeanne, qui est derrière nous, et à qui vraiment qui ont fait tous deux un excellent travail à nos côtés. Merci encore. Et pour la petite histoire, j'ai surnommé mon co-rapporteur Terminator, et il m'a surnommé Iron Man, et j'ai déjà les béquilles. Vous voyez, c'est pour dire. Merci, merci, mes chers collègues, pour ce très beau travail, très innovant en fait, qui nous amène à réfléchir à plusieurs niveaux. Et c'est vrai qu'on a peu l'habitude d'aller sur ces sujets jusqu'à présent. Donc je crois que l'intégralité de vos travaux sont aussi le début d'une réflexion bien plus large sur les nouvelles façons de répondre aux nouvelles conflictualités, avec l'ensemble des principes, je dirais, éthiques et moraux, dont nous devons aussi tenir compte dans la manière de répondre et de préserver la paix. Donc, mes chers collègues, on va commencer par les orateurs de groupe. Pour le premier d'entre eux, Monsieur Jean-Philippe Ardouin. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle pose notamment la question de leur fiabilité et du degré de développement technologique futur qu'il est évidemment difficile d'anticiper. Au stade de développement de ces technologies se pose nécessairement la question de l'intérêt et de la dangerosité de ces systèmes d'armes létaux autonomes. Selon vous, les SALA représentent-ils une opportunité pour les puissances occidentales, souvent critiquées pour le risque qu'elles font courir à leurs soldats sur des opérations extérieures, ou sont-ils dangereux à terme pour la sécurité mondiale? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le vice-président Charles de la Verpillière. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour féliciter nos deux rapporteurs pour leur excellent travail. Pour ma part, je dois dire que j'ai beaucoup appris en partant de zéro. J'ignorais totalement ce sujet, ou presque. Donc merci vraiment, c'était indispensable d'avoir cette réflexion. Je souscris pleinement à vos conclusions. J'en ai retenu 3. D'abord, vous proposez de poursuivre les recherches et de développer des capacités technologiques et industrielles françaises et européennes dans ce domaine. Deuxièmement, vous préconisez également de poursuivre les négociations diplomatiques dans le cadre de la CCAC et vous préconisez dans ce cadre-là d'essayer de faire aboutir la position franco-allemande. Et troisièmement, sur le fond lui-même, vous posez une condition, c'est que ces systèmes d'armes, ces SALA, eh bien, ne soient pas totalement autonomes. Il faut que jusqu'au dernier moment, l'homme puisse intervenir, ce qui pose la question de la capacité de discrimination. Donc, moi, sur ces 3 conclusions, si je les ai bien résumées, si ce sont bien celles que vous préconisez, eh bien, je dois dire que je suis tout à fait en accord avec vous. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur Jean Lassalle. Merci infiniment, Madame la Présidente. Chers collègues, je ne vais pas reprendre une partie de ce qu'a dit mon collègue à l'instant, parce que je le partage aussi totalement. Je veux simplement peut-être ajouter d'autres réflexions, questions.
lorsqu'on a vu Hiroshima et Nagasaki, il y a eu un tel effet de sidération, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, qu'on a pensé que jamais plus on ne referait ça. Mais progressivement, on est dans l'esprit le fameux concept de dissuasion. C'est-à-dire, on allait se tenir par la peur. Ça a marché, tant mieux. Mais avec la dimension que vous nous faites découvrir aujourd'hui, très chers collègues, je veux dire que vous donnez des frissons dans le dos. On se demande à quel moment nous allons pouvoir à nouveau raisonner sans expérience réelle de terrain pour inventer l'équivalent de la force de dissuasion. Parce que nous voyons bien l'évolution du monde, l'évolution de l'homme aussi, dans sa formation, dans, comment je devrais dire, l'absence de barrière à ses instincts pervers et violents. Pendant des années, on m'a expliqué qu'on ne pourrait plus avoir de manifestations violentes parce qu'il n'y avait plus les mineurs ou parce qu'il n'y avait plus de paysans. On a vu ce que ça donnait depuis 2 ou 3 ans. Je ne crois rien de tout ça. Vous avez parlé du fait qu'il faudrait retenir nos cerveaux et ceux qui cherchent. Bien, c'est exactement le contraire que nous sommes en train de faire depuis une vingtaine d'années. Moi, j'en connais, bon, peut-être des cerveaux pas aussi calibrés que d'autres, puisqu'ils sont à mon niveau. Mais quand même, on les laisse partir. Et lorsqu'ils ont une idée en vue, on ne fait rien pour les encourager. Souvenons-nous comment nous avons perdu la carte à puce et tous ses prolongements. Et ça, ce n'est pas de la romantique, c'est il n'y a pas très longtemps. Alors, pour ne pas être trop long, je me demande si la priorité des priorités, ce n'est pas la recherche fondamentale et la recherche appliquée, que nous ne pratiquons plus que sporadiquement, mais décrétée au plus haut niveau et avec un budget, et ensuite cesser de donner à ceux qui détiennent le capital aujourd'hui et la finance internationale, mondiale, la possibilité d'exploiter ce que l'intelligence artificielle peut révéler de meilleur. Sans quoi, je crains fort qu'il ne faille passer par une expérience dont je ne mesure même pas l'impact pour que l'homme redevienne un peu humain. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je voulais également féliciter nos collègues pour la qualité de leurs travaux, qui est autant nécessaire qu'urgent, puisque la question des salas pose d'immenses questions technologiques, commerciales, juridiques, diplomatiques et bien sûr éthiques. Et je crois qu'on a un exemple qui illustre bien cette nécessité, c'est le débat manqué il y a une dizaine d'années sur la question des drones, qui a finalement privé notre pays de prendre une décision clair et qui a entraîné un retard industriel que l'on connaît et qui est aujourd'hui préjudiciable et qu'on va essayer de rattraper. Donc je crois qu'il y a une véritable utilité d'avoir ce débat sur les salas, de bien poser les choses pour ne pas laisser cours à différentes thèses qui seraient inexactes. Et je remercie vraiment les rapporteurs d'avoir bien focalisé leur travail en prenant en compte l'existant, d'avoir fait ces efforts sémantiques pour bien définir ce qui était de l'ordre de l'autonomie ou de l'automatisation, puisqu'effectivement, l'automatisation, on l'utilise dans nos armées depuis fort longtemps, et d'avoir ouvert leur réflexion à tout type d'acteurs jusqu'aux philosophes. Concernant les salas, les bénéfices opérationnels sont évidents, notamment pour répondre aux besoins de masse, mais une régulation internationale est bien entendu nécessaire. Mais voilà, on doit quand même se préparer au pire, car on voit bien le multilatéralisme se déliter chaque jour dans notre monde. Et donc, on ne peut pas se désintéresser de cette question. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur 2 craintes et finalement vous faire une proposition en complément de celle que vous avez déjà établie. Mes 2 craintes sont celles que finalement, ces robots autonomes abaissent le seuil de déclenchement des conflits. Aujourd'hui, un État hésite à s'attaquer à un autre puisqu'il va mettre en jeu des vies humaines.
Est-ce que vous ne craignez pas finalement que l'émergence des SALA abaisse ce seuil de déclenchement des conflits en rendant ces conflits finalement plus acceptables aux yeux de l'opinion publique et finalement qu'il y a une sorte de développement de conflits? Ma deuxième crainte concerne les ESSD, donc les entreprises de sécurité et de défense, qu'on appelait avant les sociétés militaires privées. On sait que d'ores et déjà 50% du budget de l'armée américaine est externalisé et que certaines ESSD vont même aujourd'hui jusqu'à maîtriser, par exemple, des drones armés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment donné, des sociétés de ce type-là puissent avoir des moyens qui les rendraient potentiellement plus fortes, même que certains États? Et puis une proposition, puisque le domaine des SALA est assez lié à une forte dualité civile avec le domaine de la robotique. Est-ce que finalement une solution ne serait pas d'investir massivement dans la technologie robotique sans forcément avoir un usage militaire pour que notre pays soit prêt et développe ses capacités sur cette technologie pour être en mesure d'en avoir un usage militaire si la régulation internationale venait à échouer? Voilà, je vous remercie. Merci. Enfin, Monsieur le Président André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. C'est vrai que ce rapport est passionnant et en même temps bouscule beaucoup, puisqu'on touche à des questions éthiques extrêmement importantes, et notamment, peut-on confier à une machine, vous l'avez bien montré, la décision de donner la vie ou la mort? Et on a pu, chacun d'entre nous, peut-être voir ces films où des opérateurs qui quittent leur domicile le matin et rentrent chez eux le soir et jouent avec leurs enfants sont obligés de prendre des décisions qui, quelquefois, sont terribles à prendre quand au dernier moment. On va par exemple découvrir des enfants qui jouent à côté de la cible qui a pu être désignée, et quand quelquefois il est trop tard, une fois qu'on a appuyé sur le bouton. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort derrière tout ça. Et il pourrait y avoir effectivement une tendance à confier cette responsabilité à des machines qui, non seulement avec un niveau d'autonomie jamais atteint, permettant à la dernière seconde, si on peut dire, de prendre une décision que l'humain n'aurait pas à prendre. Donc je mesure bien quelle est la gravité de ces questions-là. Et la position de la France, donc, si j'ai bien compris votre exposé, est d'obtenir au niveau international un encadrement de tout ça. Et la difficulté, c'est le niveau d'autonomie. Je disais par exemple que, est-ce que un ordre de départ va être donné par un chef militaire? Est-ce que par exemple un marine qui est équipé, semble-t-il aujourd'hui, de ce qu'ils appellent les drones kamikazes, qui a une espèce d'artillerie de poche, ils appellent ça comme ça, pouvant relever de sa seule décision à lui, ou est-ce que ça allait beaucoup plus loin avec donc une machine qui serait complètement autonome? Alors donc ma question, si il semblerait qu'il y ait eu actuellement, au niveau de la Convention sur certaines armes classiques, la CAC, en novembre 2019, 11 principes directeurs retenus, dont un principe qui consiste à dire, c'est à l'initiative en particulier de la France et d'autres pays, de dire que les SALA, vous l'avez dit, sont soumis au droit international humanitaire. Mais ce n'est pas opposable aujourd'hui, dans la mesure où il n'y a pas... Est-ce que c'est opposable? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être appliqué aujourd'hui? C'est la première question. Et qu'est-ce qu'on attend de plus du traité international, puisque je mesure qu'il faut bien avoir un traité international avec donc une définition qui serait universellement reconnue au niveau de ce traité international. Donc ce que je souhaitais, c'est avoir un peu plus de précision sur les évolutions à avoir entre les principes retenus par la CAC et ce qu'on pourrait avoir dans le traité international. Merci, Monsieur le Président. Donc, mes chers collègues, je vous laisse le soin de répondre aux différentes questions pour cette première salve. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos questions, chers collègues. On va peut-être essayer de faire ça dans l'ordre. La première question de notre collègue Jean-Philippe Ardouin. Donc, les SALA, opportunités pour les puissances occidentales ou danger? Moi, j'aime bien... Et ça a été un peu l'objet de la curiosité que nous avons eue avec Claude au tout début, Madame la Présidente le rappelait, un peu avant octobre 2019, sur ce sujet. C'est quand on a entendu les déclarations de nos amis
/ compétiteurs stratégiques, États-Unis, Russie, Chine, sur ce sujet. Vous savez, il y a un chef d'état-major russe qui disait que son objectif, c'était de soustraire au maximum le combattant du champ de la conflictualité, donc du champ de bataille, au maximum, et de le substituer à des unités robotisées au maximum. Face à ça, les hauts responsables du département, du DoD, du département américain de la défense, disaient « Attendez, vous avez vu les remarques russes, les déclarations russes. Ce qui ne serait pas éthique, c'est que nous, on conserve sur le champ de bataille des soldats de chair et d'os face à des unités robotisées. » Et ce qui est intéressant, c'est que plus récemment, la Chine parlait, dans les années 2000, de ses forces informatisées. Et aujourd'hui, 10 ans après, elle parle de forces intelligentisées, désolé du barbarisme, c'est pour dire qu'à chaque fois, à chaque évolution de leur système, elles mettent de l'IA, l'intelligence artificielle, etc. Donc, en fait, par rapport à ce constat-là, pour répondre à la question, chers collègues, de l'opportunité ou menace ou danger, face à ce constat-là, on a un véritable risque de décrochage technologique en Europe. Nous devons de rester au niveau, tout simplement, stratégique. Et j'aimais rappeler une citation qui n'est pas de moi, mais que j'opposais souvent aux personnes qu'on pouvait auditionner, qui est qu'il faut faire attention à ne pas continuer à améliorer la bougie pendant que d'autres inventent l'électricité. C'est un petit peu la philosophie, si vous voulez, le fil rouge qui traverse ce rapport. Et donc, oui, opportunité pour les puissances occidentales dès lors qu'elles restent dans la course, et danger s'il y a un risque de décrochage. Oui, je vais répondre à Charles Hervillière, qui a bien compris ce qu'on a dit, donc qui a résumé l'essentiel de notre pensée en quelques mots. Je le félicite. Je le félicite, une fois n'est pas coutume. La place de l'homme dans la boucle, comme tu l'as dit, c'est sous-entendu de la décision, bien sûr, essentielle sur le champ de bataille. Et donc, tout l'élément fondamental donc, de la question de l'interaction homme-machine au cœur du débat, comme on vient encore également de l'évoquer. Tu n'as pas posé vraiment de questions, mais je te remercie parce que, voilà, ça me permet de répondre plus rapide et conforme à ta pensée. Voilà. Chers collègues dans la salle, vous avez parlé de la dissuasion nucléaire et en fait, effectivement, quel est un petit peu l'équivalent d'une force de dissuasion dans un monde où en fait on aurait déshumanisé aussi le champ de bataille. Moi, je retiens de votre intervention l'aspect éthique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit quelle aura la forme des conflits futurs en cas d'absence d'expérience sensible de la guerre. Et ça, c'est une question fondamentale. Le président Chassaigne l'a évoqué avec le film Good Kill. C'est ça qu'on voit en fait dans Good Kill, cet opérateur qui prend plus de risques à rentrer chez lui en voiture le soir qu'à faire la guerre dans la journée. Et cette absence d'expérience sensible de la guerre, on en fait état dans notre rapport, parce que vous savez que les penseurs, les théoriciens de la guerre antique, chinois, européens avec Clausewitz, disaient souvent que gagner un conflit, c'était en réalité gagner le combat des esprits, c'était un combat de volonté. Dès lors que vous avez réussi à instaurer la crainte et la peur chez l'adversaire, vous avez en partie gagné la guerre. Et face à ça, effectivement, face à une armée composée davantage de robots que d'êtres humains, il y a une nouvelle question, effectivement, de l'éthique et de rapport. C'est un nouveau paradigme à la guerre qui est effectivement intégré et qui est interrogé au sein de notre rapport. Chers collègues de Thomas Gassilou, deux craintes. Vous avez évoqué deux craintes, effectivement. Le fait que les robots autonomes risquent d'abaisser le seuil du déclenchement des conflits. Alors, ça serait effectivement valable dans l'hypothèse où on a, de manière presque symétrique, effectivement, des armes, on va dire des robots, des salas qui se font face. Et là, effectivement, il y a une substitution de la machine, enfin de l'homme à la machine, et le risque étant effectivement
un seuil d'abaissement du niveau de conflictualité. Je pense qu'elle n'aurait pas forcément lieu d'être si, comme aujourd'hui, on est dans le cadre d'un conflit asymétrique, concrètement, enfin, même symétrique, c'est-à-dire qu'un compétiteur stratégique doté de Salah qui affronterait une armée conventionnelle dotée d'humains, là, on aurait des pertes humaines et le seuil, il n'y aurait pas d'abaissement du seuil des conflits, dans le sens où, dès lors, on considérait que c'est une attaque à un conflit armé, notre souveraineté est attaquée, etc. Mais c'est vrai que c'est la même interrogation qu'on a eue avec l'émergence des drones armés. Et moi, je vois plutôt un risque c'est en lien avec le degré du seuil de déclenchement des conflits, mais un risque d'augmentation de la territorialité des conflits. On l'a vu avec les drones, où avec les drones, les services, notamment secrets américains, intervenaient plus facilement au-dessus du Yémen, au-dessus du Pakistan, sur des États qui étaient officiellement pas en guerre contre les États-Unis. La facilité d'usage des drones faisait qu'on aurait opéré différemment si on avait dû envoyer des F-16 dotés de pilotes sur ces théâtres. Et la deuxième question, sur les sociétés militaires privées, les ESSD, qui pourraient avoir des moyens plus importants que les États. Oui, moi, ce qui m'embête davantage, parce que je pense que cette réflexion, elle pourrait être valable aujourd'hui. Regardez, vous avez une société qui s'appelle Kalachnikov en Russie, qui développe déjà des armes, pas forcément dotées d'intelligence artificielle, mais ce sont des sociétés avec d'importants moyens, qui peuvent travailler avec effectivement des sociétés militaires privées et qui sont adossées sur des moyens importants. Moi, la particularité des Salah, c'est que, comme tu l'as dit, Thomas, c'est que on est très en lien avec les GAFAM et le monde de la donnée. Donc là, on a des sociétés civiles qui ont accès à des données. Et vous savez bien que les données, ce seront la brique initiale nécessaire au développement de l'intelligence artificielle et donc des Salah. Concrètement, si vous avez un drone complètement autonome qui est missionné pour aller faire du targeting, du ciblage sur une cible, il faut lui avoir rentré l'identité de la personne, son visage, etc. Et ça, c'est de la donnée que possèdent des grands groupes privés. Si tu permets, je vais compléter pour Thomas un certain nombre d'informations. Effectivement, quand tu évoques, Thomas, les sociétés militaires privées, la question se pose aussi pour les groupes terroristes. C'est vraiment une des questions maintenant qui se pose auprès de toutes nos nations engagées. Quand tu as évoqué le bénéfice opérationnel des Salah, pas tellement, on n'en est pas convaincu. Par contre, les SALSA, c'est-à-dire les semi-autonomes, là, il y a un véritable enjeu et intérêt, notamment dans un aspect défensif, notamment vis-à-vis d'essaims de drones, notamment vis-à-vis des armes hyper véloces. Donc là, on a vraiment un intérêt avec les SALSA. Et puis, on n'a pas évoqué, mais ça laissait entendre par rapport sur l'abaissement du seuil de déclenchement des conflits. Bon, il ne faut pas oublier quand même l'aspect et la responsabilité politique des États d'engagement. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais compléter. Enfin, Président Chassaigne, vous avez souligné effectivement l'existence, vous avez rappelé l'existence des 11 principes. Vous êtes posé la question de savoir si le droit international humanitaire était applicable au Salah. Dès lors, effectivement, que les 11 principes ils font référence, c'est d'ailleurs le premier, mais, et je pense que je ne sais pas si on a pu vous les distribuer, mais on va le faire si ce n'est pas le cas, mais les 11 principes étant effectivement un document politique et pas juridiquement contraignant, la question se pose de savoir si ces 11 principes sont opposables. Alors, ma réponse, elle est très simple. Ça, je le renvoie à la création, si vous voulez, la création de la normativité internationale. Comment on crée une norme juridique internationale qui va finir par être contraignante? On en est au stade, effectivement, d'un processus politique. Ce sont des principes politiques, pas encore juridiquement contraignants. Mais ces principes eux-mêmes, en fait, d'une part, s'appuient
notamment sur de la coutume internationale, sur du droit international existant, le respect du droit international humanitaire, qui lui s'applique en tout temps et en tout lieu. Donc en fait, c'est un rappel par rapport à une base juridique existante. Donc pour être très très clair, la réponse est que le premier principe, c'est-à-dire le rappel que le DIH s'applique, qu'on l'ait énuméré ou pas, le DIH s'appliquerait au Salah comme il s'applique en tout temps et en tout lieu. Et puis sur les autres principes, c'est aussi pour vous dire que c'est une forme de... puisqu'il y a plus d'une quarantaine d'États qui ont souscrit à ces principes, c'est une forme de naissance d'un processus normatif plus dur. Là, on est dans du droit mou, de la soft law, mais on est dans un processus qui va justement se cristalliser. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les coutumes internationales naissent. Et une coutume internationale, c'est du droit dur, c'est contraignant au même sens qu'un traité. Je rappellerai à André Chassaigne effectivement que la Cour internationale de justice, dans un avis consultatif en juillet 1996, a confirmé ce que vient de préciser Fabien. La nouveauté d'une arme ne peut être invoquée en soutien d'une quelconque dérogation aux principes et règles du DIH. Merci, chers collègues. 10 questions à cette heure. Sans tarder, M. Jacques-Marie Lossian. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, merci pour votre présentation et vos premières réponses. Nos amis sénateurs, vous le savez, travaillent aussi. Et les sénateurs Ronan Le Gleut et Hélène Conway-Mouret ont publié le 15 juillet un document consacré au système de combat aérien du futur, le SCAF. Et ce point fait débat d'un point de vue éthico-juridique autour justement des Salah. Le NGF, le Next Generation Fighter, aura un pilote, mais pourra aussi être piloté à distance. Et vous le savez, l'avion sera accompagné de drones subordonnés, ce qu'on appelle les remote carriers, en français les effecteurs déportés, qui auront des missions de frappe, de leurrage, de surveillance, d'évaluation des dégâts et bien sûr de combat. Dans le cas d'opérations contestées, dans des espaces contestés, la fragilité de la liaison de données probablement par satellite, peut entraîner à ce moment-là un piratage ou un brouillage de ces fameux drones qui deviendraient incontrôlables. Une solution serait de contourner la difficulté de cette liaison à grande distance, d'envisager un drone totalement autonome et donc non dépendant de la liaison de données. Et là, nous rentrons à nouveau dans le fameux débat éthico-juridique sur les Salah. Et nous n'avons pas de cadre international pour l'instant. Dans la continuité de votre mission, pensez-vous qu'on pourra disposer de ces fameux drones, ces fameux remote carriers, de manière totalement autonome s'ils sont limités à un usage non létal comme le leurrage, la surveillance ou le percement de défense antiaérienne. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Christophe Blanchet. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. Vous avez dit dans vos propositions qu'il fallait être en veille et en recherche à la fois. Alors ça m'inspire deux questions et une explication. Combien de temps doit-on être en veille et avons-nous devant nous? Et combien de temps devons-nous être en recherche avant d'être au niveau des autres? Quand on entend le président Poutine dire que celui qui deviendra leader dans le domaine de l'IA sera le maître du monde, et dans le même temps qu'il fait savoir qu'il refuse toute interdiction moratoire ou de régulation sur les Salah, qu'en est-il? Dans le JDD d'hier, vous indiquez que si l'Union européenne venait à se soumettre seule à un moratoire, elle accuserait un retard capacitaire irrattrapable. Alors, de quel retard parlons-nous déjà pour savoir si on doit encore rester à une stratégie d'éthique? Merci. Monsieur Thibault Bazin. Merci, Madame la Présidente. Merci à mes deux collègues rapporteurs pour ce travail très intéressant qui pose, comme vous l'avez dit, à la fois des enjeux éthiques et des enjeux humains. Alors que la technologie peut évoluer dans les prochaines années, alors qu'elle se pose peut-être déjà
en fonction des définitions sémantiques qu'on peut poser derrière les salas. Moi, j'aurais 3 questions, même 4. La première, c'est relative à notre doctrine. Est-ce qu'il faut faire évoluer notre doctrine sur le sujet? La deuxième, c'est sur notre législation. Est-ce qu'il faut les appréhender avant même que leur existence, ou sous une forme ou sous une autre, puisse être là, avec toutes les questions de responsabilité. Et je pense qu'il faut élargir la réflexion et ne pas rester à la dimension militaire, mais plutôt par un usage civil des salas, qu'il s'agisse d'autres puissances, comme vous avez évoqué, mais aussi d'autres organisations, plus ou moins formalisées. Finalement, un ennemi qui pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle et pourrait l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et j'en viens à ma 4e question. Finalement, ces sociétés militaires privées qui peuvent être liées au monde de la donnée, qui peuvent avoir des éléments, a priori, ils ne sont pas français aujourd'hui. Ils ne sont même pas européens. Et est-ce qu'il n'y a pas, dans la continuité de notre échange d'hier et de la semaine dernière, un enjeu de souveraineté, de pouvoir faire émerger en France, en Europe, des capacités, des savoir-faire en termes de salas? Merci, Monsieur Jean-Michel Jacques, Monsieur le Vice-président. Merci Madame la Présidente, merci aux 2 co-rapporteurs pour leur travail très précieux et qui soulève beaucoup de questionnements. L'homme est un loup pour l'homme et nous le savons, en tout cas moi j'en suis persuadé. Il n'y a qu'à regarder derrière dans nos rétroviseurs notre histoire, ne serait-ce qu'en pensant au nazisme. Vous vous souvenez ce qu'a pu faire une telle doctrine, aller exterminer des gens, voilà, la bombe atomique, qui finalement n'a pas été tirée par un parti totalitaire. Hein. Enfin, à ce moment-là, c'était quand même les États-Unis, les bombardements de populations civiles pour faire infléchir un adversaire, mais moralement et éthiquement, ça pose beaucoup de questions, mais qui ont été faits aussi par l'Occident à ce moment-là, enfin par les forces alliées aussi. Et c'est tout ça pour vous dire que les choses sont vraiment difficiles, et l'issue de tout ce que je vous raconte a quand même été vers le tribunal de Nuremberg, et qui a posé un certain nombre de choses, mais après les faits. Et je vous remercie dans votre démarche parce que vous suscitez l'envie de poser ça déjà en amont, avant que ça se fasse. Mais au fond de moi, j'ai bien peur qu'un jour, ça se fasse. Ça se fasse d'autant plus facilement que nous avons des groupes terroristes, nous avons des pensées totalitaires qui peuvent revenir à tout moment, et de façon hybride ou cachée, ils pourront y faire usage des salas. Donc, il me semble effectivement, je rejoins vos recommandations, c'est-à-dire qu'il faut absolument, pour ne pas décrocher sur le plan stratégique, eh bien, continuer dans la recherche et le développement dans ce domaine. Alors, ma question serait, finalement, devrions-nous pas, pour justifier aussi cette recherche et ce développement et ne pas décrocher sur le plan stratégique, utiliser des SANA, c'est-à-dire pas des armes létales, mais de neutralisation, dans le sens où, finalement, l'aboutissement à la fin n'est pas forcément la mort, mais la neutralisation physique de l'ennemi. C'est une façon détournée, en tout cas, mais ouverte, hein, de toute façon, de maintenir un certain niveau et de pouvoir avoir la possibilité de faire face à des ennemis potentiels qui utiliseront certainement un jour ces moyens. Donc voilà, telle est ma question. En plus, une question qui peut s'inscrire dans le plan de relance, parce que c'est des activités duales aussi, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées dans le milieu civil. Je vous remercie. Merci. Madame Serène Mauborgne. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre travail fourni et toutes les interrogations que vous avez soulevées. Je voudrais vous interroger sur l'encadrement juridique des salas, en indiquant que la France a remporté un succès diplomatique à Genève avec l'adoption de 11 principes
directeur pour les SALA. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces 11 principes ? Et la question plus large de comment légiférer sur un objet aussi évolutif que ces systèmes, qui, vous l'avez rappelé, n'existent pas encore de manière totalement aboutie, puisque l'intelligence artificielle est par définition évolutive. Et je dirais que la semaine prochaine, nous aborderons une des relectures de la loi de bioéthique. Et est-ce que finalement, pour vous, ce sera un des prochains sujets de la révision dans 5 ans ? Voilà, merci. Merci, cher collègue. Monsieur Jean-Louis Thiriot. Merci Madame la Présidente, merci mes chers collègues pour cette analyse intellectuellement stimulante et stratégiquement potentiellement inquiétante. Je partage totalement le pessimisme de notre excellent collègue Jean-Michel Jacques. Effectivement, il est à craindre, ou il est même certain que ces armes se feront, d'autant plus qu'on connaît le contexte international qui est le nôtre, celui d'une crise du multilatéralisme. Le traité FNI est caduc, le traité ciel ouvert disparaît, START s'achève en 2021, donc ça veut dire qu'on risque de ne plus avoir de traité international pour les armes nucléaires stratégiques. Donc si on n'y arrive pas sur ce sujet, a fortiori pour les SALA. Donc ma question concerne sur ce qui juridiquement peut être fait en ayant très clairement à l'esprit que de toute façon la vigilance s'impose, nous devons être prêts et en aucun cas nous ne pouvons abandonner à des compétiteurs stratégiques une innovation de rupture qui nous laisserait désarmés. Il y a un auteur qui est spécialiste du jus in bello, c'est-à-dire du droit international humanitaire, Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, que vous avez peut-être auditionné, qui est directeur de l'IRSEM, et qui avait finalement constaté que le seul élément possible, c'était probablement d'avoir un code de bonne pratique sur le modèle du document de Montreux qui existe pour les sociétés militaires privées, et donc d'avoir la même chose pour ce type d'armes qui n'est pas en tant que tel du droit contraignant, mais qui sont des éléments d'interprétation si un jour un jugement d'ordre juridique devait être porté au titre du droit international humanitaire lorsque le comportement d'une puissance n'aurait pas été conforme à ce qu'était le droit international humanitaire. Donc que pensez-vous de cette solution du code de bonne pratique dont finalement les 11 principes pourraient être un élément de base ? Merci, chers collègues. Madame Séverine Gibson. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour cette présentation complète des SALA. Vous y avez développé dans vos propos liminaires toutes les fonctions possibles des SALA qui sont nombreuses et renforcées avec la présence de l'intelligence artificielle. Je ne dois pas vous cacher que les SALA sont au centre des préoccupations et des réflexions militaires et j'ai pu, lors de mon année passionnante passée à l'IHEDN avec la 55e, présenter un rapport sur les SALA et la place de l'humain dans les champs de guerre du futur. Je souhaiterais maintenant revenir avec vous sur le paradoxe qui existe entre la présence de SALA sur le champ de bataille et l'esprit guerrier. Comment le soldat doit-il se préparer à l'arrivée de systèmes d'armes qui repensent profondément le lien homme-machine et comment analysez-vous les répercussions sur l'arrivée des SALA dans l'esprit guerrier de nos militaires ? Faut-il réapprendre à faire la guerre dès que les militaires utilisent ce système déshumanisé ? Merci. Merci, Madame Carole Bureau-Bonnard. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs les rapporteurs, pour ces explications sur un sujet que je connaissais très peu et qui m'a permis en fait de me renseigner d'abord auparavant et ensuite avec votre rapport. C'est une question plutôt sur la communication justement sur le sujet. Et notamment, vous en avez parlé au début de vos propos sur le rôle de la France par rapport à ces armes, ou en tout cas l'autonomie, comment vous les appelez, les SALA, on va dire les SALA. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire
d'être justement un peu plus dans cette communication, alors bien sûr au niveau des gouvernements, mais peut-être nous sur notre rôle, notamment pour pouvoir en parler d'autant plus avec nos amis européens. Et est-ce que de ce fait, c'est quelque chose qui est quand même relativement discuté avec nos amis européens autres que l'Allemagne et plutôt ceux avec lesquels nous travaillons sur l'initiative européenne d'intervention par rapport en fait à tous ces accords que nous avons avec eux? Est-ce que c'est un sujet qui est suffisamment discuté et qui nécessiterait peut-être un peu plus justement par rapport à cette communication? Merci. Merci Madame la vice-présidente. Patricia Miralles. Madame la Présidente, mes chers collègues, alors beaucoup de choses ont été dites. D'abord, merci pour les explications très claires, parce que c'est un sujet qui est important. Je vais simplement remercier aussi Jean-Michel Jacques et Thiriot, parce que je suis tout à fait d'accord avec leur analyse, et je crois qu'il faut vraiment qu'on se saisisse de ce sujet et des SANA, parce que ne laissons pas une fois de plus passer le train. Je pense qu'il serait important de pouvoir le conduire. Merci. Merci, Monsieur Olivier Becht. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Une remarque peut-être politiquement incorrecte. Chaque fois qu'on a inventé un système d'armes, un saut technologique, on s'est toujours posé la question de la moralité au début. Bon. On l'a fait lorsqu'on a inventé le fusil à poudre noire. On a considéré que c'était abominable parce que ça allait au contraire de la noblesse du combat, qui était le combat au corps à corps. Bon. D'ailleurs, les premières arquebuses, les premiers mousquets, on s'en servait non pas pour tirer sur les gens, on s'en servait pour effrayer les chevaux. Bon. On sait ce qu'il en est advenu. Aujourd'hui, l'un des fusées les plus rapides, le FAMAS, tire, je crois, à peu près 1000 coups par minute. 1000 balles par minute. Bon. Il est normal qu'on se pose ces questions aujourd'hui aussi au niveau des systèmes d'armes automatiques, mais la réalité est toujours la même. Dans la guerre, ce qui fait la victoire, c'est la vitesse d'exécution. Bon. Et la vitesse d'exécution, nécessairement, sera améliorée par l'intelligence artificielle. On l'a déjà aujourd'hui, on l'avait souligné dans le rapport que nous avions rendu sur la numérisation des armées avec mon collègue Thomas Gassiou. Au niveau du Rafale, le Rafale a déjà en son sein, les leurs sont déjà automatiques. Pourquoi? Parce que quand un missile est tiré vers l'avion, ce qui compte, c'est la rapidité à laquelle on a vu la cible et on lâche les leurs, qui permet d'éviter que l'avion soit touché. Et forcément, la machine est plus rapide à détecter et à tirer que ne l'est le cerveau humain. Bon. Il est évident que demain, sur ce type de système, si on peut également, à mesure qu'on a vu le missile arriver, lâcher le leurre et en même temps lâcher un autre missile qui va détruire le pas de tir qui vient de lâcher le missile qui s'est dirigé contre l'avion, on le fera. On le fera. Il ne faut pas se poser de questions. On le fera. Bon. Alors, la question est de savoir, effectivement, est-ce que ces systèmes d'armes automatisés sont souhaitables? Non. Est-ce qu'ils sont évitables? Non. Pour la bonne et simple raison que si on ne le fait pas, on perdra le combat. Ce n'est pas simplement une question de décrochage industriel, ce sera, à mon sens, une question de victoire au niveau du champ de bataille. Est-ce que c'est dangereux pour l'humanité? Ça, c'est une question qui est plus philosophique. Je dirais que si la machine est vraiment intelligente, c'est pas sûr. Ça dépend de la manière dont elle sera programmée par l'humain. Si elle réplique l'humain, oui, elle risque effectivement d'être dangereuse. Si elle est vraiment intelligente, c'est pas certain, parce que l'humain est quand même la seule espèce au monde à vraiment se faire la guerre pour se détruire, pour reprendre l'image qu'avait employée notre collègue Jean-Michel Jacques. Merci. Merci. Monsieur Jean Lassalle, vous souhaitiez reprendre la parole? Si je n'entends pas hurlement général, oui, Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est tellement passionnant. Mais je vais oublier un petit élément tout à l'heure, et une petite séquence de bisounours devant tant de perspectives inquiétantes. D'abord, mes chers collègues, je pense qu'effectivement, les généraux de l'Antiquité jusqu'à nos jours avaient raison. C'est surtout celui qui gagne la bataille des esprits
qui gagne. J'ai joué suffisamment de matchs de rugby pour en connaître quelque chose. J'ai disputé aussi suffisamment d'élections pour avoir pu le vérifier. Mais là se joue aussi la question de la thune, vous comprenez? Plus tu as de thune, plus tu as de chances de gagner à un très haut niveau. Je n'ai perdu qu'une élection, mais je l'ai perdue d'une manière assez radicale. Ceci étant, est-ce que nous ne pourrions pas, allant totalement à l'histoire, à l'encontre de l'histoire de l'homme et de ses impulsions, de ce qu'il est, mais en tenant compte aussi de ce qu'il peut être, de ce qu'il a acquis par ses plus grands philosophes, ses plus grands esprits, ses batailles perdues ou gagnées, essayer de réamorcer une remontée en civilisation. Parce qu'elle a bien existé quand même, cette montée en civilisation. Nous étions des fauves, nous sommes devenus quand même un peu humains. Et la France pourrait avoir un rôle à y jouer en démontrant, alors là, excusez-moi, c'est le passage le plus hard, qu'il y a plus d'avantages à la paix qu'à la guerre. Et pour ça, il faut aller très loin dans la démonstration. Je suis de ceux qui sont persuadés qu'après avoir... je me faisais un peu de soucis pour John Fitzgerald Kennedy à un certain temps, puis après que j'ai mieux appris à le connaître, je pense qu'il a tout simplement... oui, il est mort, oui. Il a tout simplement évité l'anéantissement de l'Europe. Parce que bien sûr, l'URSS et les États-Unis ne se seraient pas anéantis. Enfin, ils se seraient un peu blessés, mais nous, on y passait. Et ces fameux discours que j'ai réécoutés, où il désavoue totalement son père, c'est incroyable, et où il laisse entrevoir la capacité de l'intelligence, justement, pour améliorer, changer totalement de paradigme, le pétrole, etc., les richesses, etc. Et où il dit qu'il y a la capacité d'aller sur la Lune. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, je fais très court et presque incompréhensible, il n'y aurait pas intérêt pour un grand pays comme le nôtre, qui a tant apporté par son caractère universaliste au monde, d'engager un combat sublime pour montrer que l'on pourrait faire tellement de choses si on se met au service de la paix. Parce que la guerre est quasiment inéluctable, mais elle le sera encore plus si nous laissons l'humanité dans l'état d'abandon dans lequel il est, c'est-à-dire 70% de nos compatriotes, de nos humains qui meurent de faim. Donc, je me demande si là, il n'y a pas un paradigme comment je devrais dire, sur lequel il faudrait intensifier la recherche, mais la recherche artificielle au service de l'homme et non plus uniquement du matériel matérialiste. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Écoutez, nous avons engagé un débat très important, très, bien plus large que prévu, mais vous avez la responsabilité désormais d'y répondre à la fois de manière précise et de manière beaucoup plus globale. On va essayer, Madame la Présidente. Peut-être pas forcément dans l'ordre. Et pour reprendre une première intervention donc de Jean-Michel Jacques, de Jean-Louis Thériault et de Patricia Miralles notamment, et puis complétée par celle d'Olivier Becht. En fait, chers collègues, pour vous dire que notre rapport il se situe sur une forme de ligne de crête et sur un paradoxe. Avec deux constats. Le premier, c'est que pour nous, les salas n'existent pas et ils ont peu de chances d'exister, mais je pense qu'on sera d'accord en réalité, parce que dès lors que vous les définissez comme nous l'avons fait, comme la France l'a fait dans les instances internationales, en fait de manière pure et parfaite, c'est-à-dire une arme qui s'octroie ses propres normes. Bon, là, vous comprenez que d'un point de vue opérationnel, une arme qui s'octroie ses propres normes, on est quand même loin, parce qu'elle se retournerait potentiellement contre son concepteur, notamment. Donc, on est loin d'avoir un intérêt opérationnel. Par contre, on est tout à fait d'accord, l'autonomie des armes va façonner la conflictualité de demain. Et comme on vous l'a dit, c'est vraiment très important de voir cette autonomie comme un continuum. C'est pas noir ou blanc. Je vais vous donner un exemple, chers collègues, d'une arme qui existe aujourd'hui, que vous pouviez trouver au Salon du Bourget la dernière fois qu'on y a été ensemble. C'est un exemple qu'on donnait régulièrement. C'est une arme, une bombe planante israélienne, pas la nommer, qui s'appelle Spice 250. Elle a une portée de 100 km. L'arme
compare en phase terminale ce qu'elle observe grâce à ses capteurs TV et à son image infrarouge avec une base de données embarquée comprenant jusqu'à 300 cibles modélisées en 3D. Elle offre une capacité de reconnaissance automatique de la cible qui lui a été désignée, laquelle peut se doubler d'une acquisition automatique. Si jamais la cible principale n'était pas trouvée, l'arme peut être programmée à l'origine pour attaquer une cible secondaire, également en mémoire, déjà utilisée en Syrie contre des PC de drones, etc. C'est pour vous dire qu'il est compliqué pour nous de vous dire aujourd'hui même non, ça existe, ça n'existe pas, etc. Il y a des variantes. Il a été très compliqué, par exemple, de savoir, avec nos interlocuteurs, on a eu des réponses différentes à la question est-ce que cette arme contient de l'intelligence artificielle ? Avec la même arme, certains vous disaient oui, évidemment, d'autres vous disaient non, c'est de la programmation, etc. Donc vous voyez que la ligne de partage est compliquée. Et puis, pour continuer la réponse, c'est vrai qu'on se situe, cher Jean-Michel Jacques, dans nos réponses, dans le cadre d'une forme de tradition militaire occidentale où on a une ligne de commandement, un respect des règles d'engagement, etc. Mais ce que vous craignez d'advenir pourrait très bien apparaître dans le cadre d'un groupe armé terroriste ou dans une armée non conventionnelle, etc., qui ne s'ennuierait pas de ce genre de choses. Ou totalitaire, effectivement. Donc ça, c'est important. Pour finir sur la réponse et sur la question de Jean-Louis Thierriot, c'est intéressant que vous mentionniez le code de bonne pratique de Montreux, qui était sur les sociétés militaires privées. Je dois vous dire que, en fait, j'ai été pour la France avant d'être élu. Pour le ministère de la Défense, j'ai négocié ce code de Montreux sur les sociétés militaires privées pour le ministère de la Défense, donc en Suisse. Et donc tout le processus, je le connais bien. Et je peux vous dire qu'en réalité, ce qui se passe avec les 11 principes à Genève, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le même type de construction. Le Montreux, c'est ce qu'on appelle aussi de la soft law, du droit mou, qui est basé sur de la coutume, du droit international, etc. Et c'est vers ça qu'on peut aller. Et même la France aurait l'ambition d'aller vers quelque chose peut-être de même un peu plus contraignant sur la base de ces 11 principes. Claude, je te laisse peut-être continuer. Je ne sais plus où j'en suis. Donc vous l'avez tous compris, même si je le regrette, on est vraiment sur un rapport en même temps, quoi. Bon. C'était facile, hein. Facile. Alors, Thibaut Bazin, qui nous a posé de belles questions sur la législation, notamment susceptible de s'appliquer au SALA. Alors bon, dans le droit traditionnel, aussi bien pour l'intelligence artificielle que pour la robotisation, on revient toujours sur le même, sur la responsabilité pénale, sur la responsabilité civile du fabricant, du constructeur ou du producteur, et puis bien sûr la responsabilité des États. Le droit de la responsabilité est inadapté, c'est incontestable et peut véritablement être contourné. Alors, tout le monde connaît cet avocat qui s'appelle Bensoussan. Maître Bensoussan propose depuis longtemps de doter les robots d'une personnalité juridique, avec lui reconnaissant une possibilité de sentir, d'aimer, etc. Donc ça, c'est tout un débat, notamment avec les transhumanismes. Et enfin, il y a beaucoup de débats sur le sujet par rapport à la responsabilité. Tu as évoqué aussi toute la recherche et l'innovation. Bon, on a la chance, nous en France, quand même, d'avoir des instituts de recherche renommés comme l'INRIA, bien sûr, et le CNRS, qui, dans le monde entier, sont reconnus. Notre BITD, on a fait un magnifique rapport qui nous a été présenté hier, qui a confirmé la performance dans ce domaine, notamment de l'autonomie, avec des entreprises très connues comme Thales, MBDA, Dassault et autres. Bon, la nécessité qu'on se mette en marche, c'est l'expression que tu as employée, est évidente et elle traduite dans nos préconisations. Donc tu as parfaitement raison, on est d'accord avec toi. Peut-être pour revenir sur la question de Jacques-Marie Lossian. Effectivement, chers collègues,
Alors, vous avez parlé du SCAF. Vous savez que l'état-major de l'armée de l'air, notamment, s'est interrogé de savoir si la prochaine génération d'aéronefs militaires devait être habitée ou pas. L'arbitrage a été fait. C'est un aéronef qui sera habité, mais doté effectivement de multiples drones, ce qu'on appelle les remote carrières, qui eux, bien évidemment, seront inhabités. Et là, on touche du doigt ce qui ressemblerait le plus à des armes, des mini-armes les plus autonomes en termes au regard de la technologie qui existera dans 10-15 ans. Il faut, à cet égard, et tu l'as très bien noté, quand tu as dit que la question était de savoir que pour éviter les défenses du futur, on aura intérêt à couper toutes les liaisons entre la base, on va dire, entre le donneur d'ordre et puis l'effecteur. Et ça, c'est une question qui se pose déjà et qui fait que l'engin sera de plus en plus autonome. Olivier Becht l'a dit aussi, il faut qu'on ait une réflexion quand on parle des SALA et de l'autonomie des armes sur le milieu et sur défensif, offensif. Olivier Becht a pris des exemples d'armes défensives autour d'un char, autour, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure d'Iron Dome, etc. Quand on est bien sûr sur des réactions face à des armes hyper véloces, bientôt extrêmement rapides, l'homme ne peut plus être dans la boucle au risque d'être anéanti, bien évidemment. Donc là, on a de l'automatisme et sur la base aussi d'intelligence artificielle. Et puis, le milieu est très important, cher Jacques, puisque on a pu constater à travers nos auditions que plus vous avez un milieu homogène et inhabité, par exemple le milieu sous-marin, plus l'autonomie des armes est puissante, est forte et développée. Et le milieu aérien est aussi un exemple intéressant. Le milieu le plus complexe où on va aller vers une autonomie des armes peut-être moins rapide, c'est bien sûr le milieu terrestre, parce que si vous êtes dans une ville, si vous avez bien évidemment un milieu habité, ça va être beaucoup plus compliqué de confier la faculté de délivrer un armement à une arme. Non, je complète pour notre ami Becht, qui rappelait effectivement les arbalètes et autres, tout le problème en remplant. On s'est toujours posé la question de la moralité dès qu'on parlait de nouvelle arme. Effectivement, alors, une culture que tu as, bien sûr, le deuxième concile de Latran de 1139 condamnait déjà l'usage de l'arbalète qu'elle jugeait perfide. Hein. Bon, après, sur les exemples que tu as cités, on parlait plutôt d'automatisation plutôt que d'autonomie. Voilà. On était un peu en décalage avec ça. Cher Christophe Blanchet, je reconnais bien ton angle d'attaque. Alors, veille et recherche à la fois, combien de temps avant d'être dépassé, en somme, et d'être trop sur la défensive. C'est vraiment l'esprit de notre rapport, de dire qu'on a un risque de décrochage. Face à nous, on a toute une série d'acteurs, notamment d'ONG, mais très influentes, et d'États, on n'en a pas parlé, même en Europe. L'Autriche est à la tête d'un groupe d'États qui est très sur la défensive et qui voudrait interdire purement et simplement la recherche, l'autonomisation des armes, etc. Donc il faut savoir que notre rapport est justement très dans l'alerte sur le décrochage, la nécessité de continuer à investir, hein, c'est pas que à chercher. Mais pour répondre à ta question, hier, il faut quand même le dire, on a eu une annonce, puisqu'on a parlé du budget européen. Dans le budget européen, il y avait toute une série de fonds adossé à la Commission européenne. Il y en a un que vous connaissez par cœur, c'est le Fonds européen de défense. Eh ben, on a appris que c'était 7 milliards d'euros et pas 13. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la déception, même s'il faut dire qu'il y a quelques années, ça n'existait pas, et c'est une avancée majeure que ce fonds existe, c'est 7 milliards et pas 13. Et on peut regretter que c'est un delta qui manquera à la recherche, à l'innovation. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est une responsabilité de tous. Pour autant, ne jamais transiger avec l'éthique et avec le droit international humanitaire, ça c'est une ligne de conduite.
peut-être Søren Mauborgne sur les 11 principes. Comment légiférer sur un objet si évolutif? Rapidement, les 11 principes, pour vous rappeler, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je ne vais pas vous les citer tous, mais c'est le DIH s'applique, le droit international humanitaire s'applique, la responsabilité humaine doit être maintenue, l'obligation de rendre des comptes, l'examen de conformité des armes. Un examen de conformité, il faut savoir, chers collègues, que chaque arme qui est créée en France par la DGA, etc., passe à un examen de conformité à chaque stade de sa conception, c'est-à-dire concrètement, la direction des affaires juridiques est saisie et regarde à chaque stade de la conception si cette arme respecte les traités qu'a signé, qu'a ratifié la France, etc. Et puis, prise en compte des risques cyber dans la conception des armes, c'est très important, on en a un petit peu parlé. Et le fait aussi un des 11 principes, c'est de ne pas créer d'armes à forme humaine, humanoïde. Alors ça, c'est un problème fondamental. Juste, prochain sujet de la loi bioéthique, je ne sais pas. Par contre, le projet de résolution que nous vous proposerons à la co-signature permettra, en tout cas, de débattre, si l'on le souhaite tous ensemble, de ces sujets dans l'hémicycle. Peut-être un point complet supplémentaire pour Carole Bureau-Bonnard, dont on partage tout à fait la préoccupation et son intervention. C'est évident qu'il y a un véritable travail à mener au niveau européen pour qu'on arrive à dégager donc une position commune et avancer sur la scène internationale. D'ailleurs, c'est le travail du haut-commissaire Joseph Borrell et de ses services. On a un affrontement aujourd'hui, on l'a rappelé tout à l'heure, Fabien l'a rappelé, sur les pays qui sont dits désarmeurs, type Autriche, qui sont très en avant sur ce sujet d'opposition, et puis la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui sont une position plus modérée, plus médiane, parce que finalement tout le monde est d'accord pour s'opposer au Salah, c'est toute la difficulté, mais en même temps, autoriser donc des recherches dans le domaine de l'autonomie. Alors, c'est toute l'ambiguïté et c'est la ligne de crête dont on parle depuis tout à l'heure. Et pour compléter, chère Carole, ta question aussi sur la communication. Tu as parlé de la communication. Il faut savoir, une petite anecdote, on a un problème de communication. On va faire une conférence de presse juste après. J'ai commencé ce matin et tout de suite, on nous parle de Roboteur et de Terminator. Une petite anecdote pour justement pousser à la réalisation de ce rapport. Il y a un an, j'avais proposé une tribune au journal Le Monde qui avait été acceptée sur les Salas. Et je leur avais dit, bien sûr, eux avaient dit, on choisira l'illustration. Sur le site internet. Et bien évidemment, il m'avait mis la tête de Terminator avec l'œil rouge. Même ce journal-là. Donc tout de suite, on a une interrogation. Le cinéma s'est emparé de ces sujets. On a une phobie derrière ça, un fantasme de la population sur laquelle il est important de lutter. Et ce rapport participe de cette pédagogie qu'on voulait faire. Et le mot Salah, ce matin sur France Inter, malgré une intervention France Inter ce matin, malgré une intervention assez longue sur le sujet, sur ce rapport, le mot Salah n'a pas été prononcé. On est resté encore sur le mot robot tueur, etc. Donc le mot Salah a du mal à être bien perçu. Et voilà. Et je crois qu'il y a aussi la question, bien évidemment, de Séverine Gibson. Et, chers collègues, sur l'esprit guerrier. Alors, c'est une question, effectivement, difficile parce que ça oblige à des changements de doctrine, à penser, effectivement, des réflexions. Il faut savoir quand même que c'est un défi de premier ordre que de préparer nos soldats à l'éventualité de se retrouver face à des machines. Je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis considèrent qu'il serait peu éthique d'envoyer des soldats humains face à une armée de robots, mais on peut aussi également dire que nos aviateurs, que vous connaissez bien, que tu connais bien, Séverine, doivent mener des opérations d'entrée en premier dès aujourd'hui et s'entraînent face à ça, face à des systèmes de défense type S-300, S-400, et donc sont déjà, d'une certaine manière, confrontés à des armes qui sont dotées d'intelligence artificielle, d'une programmation très très poussée. Et donc c'est déjà un défi qu'il relève d'ores et déjà. Merci, mes chers collègues. Encore 3 questions qui ont
émerger suite à vos réflexions et vos réponses. Monsieur Christophe Lejeune. Merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues rapporteurs. Une question et une remarque. La remarque, c'est vrai que quand on parle éthique et dimension philosophique, nous sommes tous des humains sur Terre, mais je ne suis pas convaincu, et je suis presque même certain, que la dimension philosophique qu'on a pu nous enseigner, qu'on peut avoir, n'est pas la même en tout point du globe. Et rien qu'à ce niveau-là, je pense que c'est extrêmement compliqué de travailler. Le rapport à la vie n'est pas le même. Il y a aussi une évolution du prix qu'un pays et que son peuple est prêt à payer. Je pense qu'il y a un siècle, la France a accepté de se saigner lors de la Première Guerre mondiale. Un siècle plus tard, je pense que ce rapport n'est plus du tout le même. Donc il y a les évolutions. Et évidemment, c'est aussi le rapport du faible au fort, un peu comme on peut retrouver avec la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, des pays qui peuvent avoir un développement technologique important avec un haut niveau d'enseignement, je vais par exemple mettre en parallèle Israël et la Chine, on a un rapport de population qui est de 150 fois. Donc, même si on a une technologie, une capacité importante, on a toujours cette dimension, et c'est le poids de la population qui s'accroît, donc qui va forcément porter des problèmes. Et maintenant, ma question, vous n'avez pas, il me semble, parlé de la dimension satellitaire. Donc, les SALA sont bien sûr des systèmes autonomes, mais je pense qu'il y a quand même un besoin d'information et d'information à très haut niveau. Donc, est-ce que les satellites rentrent dans cette approche? Et si oui, eh bien, tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes avec un nombre de satellites annoncé qui va être quintuplé dans les années à venir, est-ce que ce n'est pas la première étape aussi qui serait franchie un peu loin de nos regards? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Jacques Ferrara, pardon. Si. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les co-rapporteurs, vous préconisez de poursuivre les discussions sur les SALA dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques. J'aurais deux questions. D'une part, a-t-il été déjà envisagé de déplacer le débat au sein d'une autre enceinte onusienne, comme le Conseil des droits de l'homme? Et d'autre part, quelle est selon vous la probabilité de voir le débat sur les SALA basculer dans un processus ad hoc? Merci. Merci. Enfin, la dernière question, Madame Florence Morlingen. Messieurs le rapporteur, votre exposé m'a rappelé un fait marquant sur lequel je souhaiterais revenir vers vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, il y a eu un soulèvement des employés de Google contre les démarches effectuées par leur employeur vis-à-vis du développement d'outils utilisant l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense. Comment analysez-vous le rôle que peuvent prendre les salariés dans le développement de ce genre de système d'armes, surtout lorsque ce sont des entreprises privées qui investissent dans le développement de ceux-ci? Vous l'avez dit tout à l'heure, dans le traitement des données, ce sont les GAFAM qui sont pour le moment le plus à la pointe. Merci. Merci. Chers collègues, à nouveau, je vous cède la parole pour les réponses. Je vais peut-être commencer par Jean-Jacques Ferrara, chers collègues. Alors, il faudrait que vous me rappeliez votre deuxième question parce que je me suis focalisé sur la première. Mais effectivement, déplacer le débat sur d'autres enceintes, alors vous avez raison, c'est de manière très simple. Il existe en ce moment dans le cadre de l'ONU avec la CCAC à Genève, depuis 2013, à l'initiative notamment de la France. Les autres enceintes possibles, elles sont de deux ordres. Vous l'avez noté, vous l'avez souligné. Le Comité des droits de l'homme. On a d'ailleurs un rapporteur spécial, un secrétaire général spécial des Nations Unies qui a demandé un moratoire sur les SALA. Et de ce côté-là aussi, on a certains pays qui aimeraient déporter vers cette enceinte, qui serait beaucoup moins favorable à la recherche, à la position française de manière générale, et aux États
pas. Le risque de cette enceinte, comme la troisième que je vais mentionner, c'est d'exclure en fait toute une partie des acteurs engagés et à la pointe, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, qui sont eux dans Genève. Et la troisième enceinte, on en a peu parlé, mais sachez que ça pourra apparaître dans les mois qui viennent, si vous voyez ça aux informations, c'est une enceinte ad hoc type traité d'interdiction sur les armes nucléaires, ou type Oslo ou Ottawa. Alors certaines ont réussi, j'ai envie de dire. Le Tian peut-être un peu moins, mais Stop Killer Robots, etc. essaye de porter ça avec les États justement qui veulent interdire, qui veulent bannir ce type bien sûr de recherche. Et là, ça exclurait d'office, comme le Tian actuellement, on va dire les États dotés et donc les États à la pointe de ces technologies. Donc ça, c'est un risque. Chers collègues, la deuxième question. Non, c'est un peu l'élément que vous avez développé dans votre troisième concernant un processus ad hoc. Répondu, effectivement, c'est le processus ad hoc type Tian. Notre ami Christophe Lejeune, merci parce que tu as souligné un des points qui nous a aussi intéressés dès le départ, c'était d'aborder ce sujet sous les aspects aussi philosophiques, éthiques et philosophiques. Et on a eu l'occasion dans nos débats de rappeler la conception très occidentale de vouloir laisser l'homme au cœur de la guerre. Tu sais, c'est David Bertolotti qui l'affirmait. Et il suffit aussi de voir la manière dont Clausewitz définissait la guerre comme un affrontement des volontés. Bon. Alors, sur l'aspect satellitaire, j'avoue qu'on n'a pas abordé ce point. On a sans doute une petite... Alors, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout parce que la présidente nous l'a rappelé, on a eu le confinement, on a été obligé d'interrompre notre mission. On avait prévu d'aller en Israël aussi, puisqu'ils sont très en avance sur le sujet. Bien sûr, la situation, le Covid-19 ne nous a pas permis de le faire. Il est évident que l'aspect satellitaire est essentiel, notamment les rafales. C'est un des modes de fonctionnement et de communication pour eux est déterminant. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on refasse un deuxième rapport, Madame la Présidente, avec les mêmes rapporteurs et aborder cette question satellitaire, effectivement, en nous rapprochant du travail, effectivement, qu'avaient fait nos collègues Becht et Trompille. Voilà, donc, cher Christophe, mais merci d'avoir mis un peu cet accent d'humanité philosophique sur le sujet. Enfin, cher collègue Florence Morlingen, effectivement, une importante question, et on a suivi ce mouvement de fronde d'une partie des salariés des GAFAMI qui refusaient de travailler pour l'industrie de défense. C'était ça la question. Et de voir en fait que leur travail et les données puissent être transmises au Pentagone, etc. Ça, c'est une question importante, une vraie question. J'y répondrai de deux manières. Les armées ou les grandes entreprises de défense en France, à ce stade, ne sont pas trop inquiète parce qu'elle travaille sur des données, sur deux segments différents. Il y a la donnée civile, celle des GAFAMI, des données personnelles, etc. Et il y a les données militaires qui pourraient servir aux armes, au SALA. Si vous voulez, grosso modo, un pod de Thales accroché à un Rafale, en 1 heure de vol, va agréger des milliers de données. Mais si vous voulez, ça va rester dans le monde de l'industrie militaire et du ministère de la Défense, sans trop de problématiques avec le monde civil. Donc voilà, il y a une question, il y a la nature de l'intelligence artificielle et des données pour le monde militaire ont une nature un peu particulière parce que l'IA doit être la plus fiable, la plus robuste possible, explicable. Donc on travaille beaucoup sur l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Et ça, ce sont des firmes importantes, en France aussi, qui existent et qui travaillent, si vous voulez, sur leur segment. Mais c'est vrai que moi, on a rencontré, dans le cadre de nos auditions, des gens qui travaillaient chez Google et qui nous disaient
Moi, j'ai toute une série de mes employés qui refusent de travailler avec le ministère de la Défense américain. Par exemple, ça peut poser des véritables problèmes. Donc, il faut expliquer au maximum, expliquer à quoi ça sert, comment on travaille, et puis les ponts qui sont potentiellement faits. Je vous remercie. Vous souhaitez encore apporter Non, mais une manifestement, mes chers collègues, vous avez apprécié ce rapport. Vous allez donc pouvoir co-signer notre projet de résolution que vous allez recevoir d'ici la fin de la semaine. Je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Bien, mes chers collègues, je crois qu'effectivement, vu l'affluence et l'intérêt et la pertinence des questions, on voit bien que vous nous avez aidé à avancer aussi dans notre réflexion, je dirais, personnelle et collective sur les nouvelles façons de faire la guerre. Et on voit bien, au travers de vos travaux, que nous devons poursuivre ces travaux, ce débat et ces efforts déjà engagés et nous donner les moyens d'imposer notre vision au niveau international, notre vision de l'intelligence artificielle et de la façon de la prendre en compte dans toutes nos nouvelles façons à la fois d'aborder les sujets de défense et d'autonomie dans le cadre de l'ordre international. Je crois que les questions d'éthique, de toute façon, elles se poseront, on le voit, vous l'avez démontré, elles se poseront à tous les niveaux. Elles se posent aussi pour nos industries de défense, pour l'ensemble des personnels qui travaillent, mais aussi pour nos citoyens. Et je pense que ce débat, nous devons en permanence y travailler et le faire progresser. Peut-être faire progresser aussi cela dans le cadre des valeurs universelles que nous portons depuis de longues dates et que nous devons malgré tout poursuivre. Ne jamais confondre non plus la force et la puissance, qui sont aussi des choses très, très différentes, et que nous devons progresser toujours dans le cadre de la conception que nous avons du respect de l'humanité, et nous devons continuer à nous battre malgré ce qu'elle a pu apporter de pire. Le pire n'est jamais sûr, donc nous sommes des responsables politiques dans le cadre d'un État et une République qui se bat et qui doit continuer à se battre sur la scène internationale. C'est notre devoir et notre conscience qui nous le demandent. Donc nous devons y poursuivre, et vos travaux dans cette unité républicaine aussi montrent à quel point ils sont plus qu'utiles, ils nous font progresser et dans notre réflexion individuelle. Donc merci pour ce travail, merci pour cet échange. Je crois qu'on peut maintenant passer au vote. Et je voudrais surtout vous demander, mes chers collègues, si vous en souhaitez la publication. Et je vais vous demander tout d'abord qui est pour la publication de ce rapport, qui est contre et qui s'abstient. Une nouvelle magnifique unanimité qui montre la qualité de nos travaux et de nos échanges. Merci.